Je suis parti pour un voyage d'affaires lundi. Ce soir-là, j'ai ouvert la caméra de la maison pour vérifier comment allait mon fils et j'ai vu la lumière de la chambre allumée. Quand j'ai zoomé, je me suis figé. Ma femme était dans la chambre avec un autre homme, en train de faire quelque chose ensemble. Elle ne savait pas que la caméra filmait aussi le couloir, et j'ai tout vu. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Laurent Sorel. J'ai 51 ans. Musique. Je travaille comme inspecteur de projet de génie civil à Lyon. Et pendant plus de 2 décennies, musique, j'ai cru être un homme chanceux. Pas le genre qui gagne aux loteries. L'autre genre, ceux qui rentrent chez eux fatigués après 12 heures sur le chantier et trouvent quelque chose qui en vaut la peine. Une femme, un fils, une table mise. Le bruit de l'eau qui coule dans la cuisine quand vous montez les escaliers et que vous savez que vous n'êtes pas seul. Emmanuelle Thiers est entrée dans ma vie quand j'avais 27 ans et elle 23. On l'appelait Manu dès le début. Son prénom complet semblait toujours trop formel pour quelqu'un qui portait des chaussons à la maison et riait de ses propres blagues avant de les terminer. Nous nous sommes mariés un samedi d'octobre dans une petite église du quartier de la Croix-Rousse, avec une cérémonie sans trop d'invités mais avec les gens qui comptaient. 22 ans de mariage. 22 ans, 3 mois et 17 jours pour être exact. Bien qu'à l'époque, je ne les comptais pas comme ça. Bastien est arrivé quand nous étions mariés depuis 2 ans. C'était le genre d'événement qui réorganise tout. Le temps de travail, les priorités, et même la façon dont on dort et on se réveille. Bastien Sorel. Musique. Qui, au moment de cette histoire, avait 21 ans et était en première année d'ingénierie à l'université de Lyon. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je les croyais tous les deux. C'est ce que nous étions, une famille qui croyait en elle-même. Je travaillais beaucoup. Je le sais. Et je ne le nierai pas, car cette histoire mérite l'honnêteté, même dans les parties qui me donnent le mauvais rôle. Il y a eu des semaines où je rentrais quand Bastien dormait déjà et où je partais avant qu'il ne se réveille. Musique. Il y a eu des dîners que j'avais promis et auxquels je n'ai pas assisté, et des conversations que j'ai repoussées sans me rendre compte que le temps, lui aussi, s'épuise. Je n'étais pas un mauvais homme, mais je n'étais pas non plus un homme présent dans tous les moments qui comptent. J'ai tout construit pour eux et, bien souvent, je me suis perdu en chemin. C'est quelque chose avec lequel je vis et je vivrai toujours. Mais mon absence occasionnelle ne justifiait pas ce que j'ai découvert. Rien ne le justifie. Cela ne fait que l'expliquer, et encore, pas complètement. Le lundi où tout a commencé était l'un de ces jours de début d'automne où le ciel de Lyon a cette couleur neutre, entre le gris et le blanc, qui n'arrive pas à se décider. J'ai quitté la maison avant 7 heures du matin avec ma petite valise. Celle que je réservais pour les voyages de 2 ou 3 jours, et un porte-document avec la documentation du chantier que j'allais inspecter à Nancy. Une révision technique des structures dans un bâtiment à usage public. Musique. Un travail de routine qui exigeait une présence physique pendant 2 jours entiers. Rien que je n'ai déjà fait 100 fois auparavant. Manu était encore au lit quand je suis parti. J'ai jeté un coup d'œil par la porte de la chambre. Je l'ai vu, les yeux fermés. Le drap remonté jusqu'à l'épaule. Je ne l'ai pas réveillé. Bastien dormait aussi dans sa chambre. J'ai lancé doucement depuis le couloir, j'y vais. Personne n'a répondu. J'ai fermé la porte d'entrée avec précaution pour ne pas faire de bruit et je suis descendu par les escaliers de l'immeuble. Je n'ai pas dit au revoir correctement. Je m'en souviens aussi. Le trajet jusqu'à Nancy dure un peu plus de 3 heures par l'autoroute. Je suis arrivé à l'hôtel après-midi, j'ai laissé ma valise dans la chambre au 3e étage et je suis allé directement sur le chantier. Relevé de mesures, réunion technique, notes de terrain. La journée de travail s'est prolongée plus que prévu et, quand je suis rentré à l'hôtel, il était plus de 22 heures. J'ai commandé à dîner au service d'étage, musique, j'ai pris une douche et je me suis assis sur le lit avec mon téléphone. C'était une routine répétée lors de centaines de voyages depuis 20 ans. Musique. Vérifier mes emails, répondre aux urgences, et avant d'éteindre la lumière, ouvrir l'application de la caméra de la maison. Je ne le faisais pas par méfiance. Ça n'a jamais été ça. C'était une habitude qui avait commencé quand Bastien était petit, et j'aimais m'assurer qu'il dormait bien quand je ne pouvais pas être là. Avec le temps, c'est resté comme une habitude, comme vérifier le robinet de gaz avant de partir ou toujours laisser les clés dans le même tiroir.
Une petite façon de rester présent de loin. J'ai ouvert l'application, sélectionné la caméra du salon. Le salon était complètement plongé dans le noir. Je suis passé à la caméra de la cuisine, éteinte aussi. La chambre de Bastien. L'image montrait le lit fait, le sac à dos accroché à la chaise du bureau comme toujours quand il sortait, le bureau vide. Il n'y avait personne. Il n'était pas à la maison. J'ai fixé l'image pendant quelques secondes. On était lundi. Il avait des partiels dans moins de 2 semaines. Et le matin même, il m'avait dit qu'il allait rester pour étudier. Je m'en souvenais clairement car je lui avais demandé directement avant de partir, « Tu as des projets pour aujourd'hui ?» Et il avait répondu depuis son lit, les yeux encore à moitié fermés, « Je reste, je dois réviser l'analyse mathématique. » Il n'était pas là. J'ai décidé de passer à la caméra du couloir. Je l'avais installée 3 ans plus tôt après que les voisins du dessus aient eu un problème à l'entrée de l'immeuble. C'était la plus discrète de toutes. Elle pointait depuis un angle en hauteur dans le couloir intérieur et son champ de vision atteignait la porte de la chambre principale quand elle n'était pas complètement fermée. J'ai basculé sur cette caméra. Au bout du couloir, sous la porte de la chambre, il y avait une bande de lumière. J'ai posé mon doigt sur l'écran et j'ai zoomé lentement, sans savoir encore pourquoi je le faisais avec autant de précaution, comme si quelque chose en moi essayait déjà de se préparer à quelque chose que mon esprit n'avait pas encore formulé avec des mots. La porte n'était pas complètement fermée et, par l'entrebâillement, pas plus de 10 cm, la caméra a capté assez d'images pour qu'il ne reste aucun doute. Musique. Manu était dans notre lit. Elle n'était pas seule. Je suis resté avec le téléphone à la main, l'écran illuminant le plafond blanc de l'hôtel. Musique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. Je n'ai absolument rien fait pendant ce qui a dû durer 3 ou 4 minutes. Bien que je ne saurais le dire avec certitude, car à ce moment-là, le temps a cessé de fonctionner normalement. J'ai senti quelque chose de froid s'installer au centre de ma poitrine. Pas comme un coup, mais comme un poids qui se posait lentement, avec la patience de celui qui sait qu'il va rester longtemps. Puis, j'ai posé le téléphone face contre le couvre-lit, et dans l'obscurité de cette chambre d'hôtel de Nancy, avec le bruit étouffé de la circulation venant de la rue et le radiateur bourdonnant doucement sur le mur, j'ai compris, musique, que quelque chose s'était terminé. Je ne savais pas encore à quel point. Il n'y avait rien de concret à faire à cette heure-là. C'était la première certitude que j'avais, et elle m'a été étrangement utile. Il était un peu plus de 23 heures. J'étais à 300 km de Lyon. Musique. Dans une chambre d'hôtel, avec ma valise pas tout à fait défaite et mon téléphone face contre le couvre-lit. Je ne pouvais pas conduire jusque-là à cette heure-ci. Je ne pouvais pas débarquer à l'improviste. Je ne pouvais rien faire pour changer ce que la caméra avait enregistré moins d'1 heure auparavant. Tout ce que je pouvais faire, c'était réfléchir. Je me suis levé du bord du lit prudemment, comme si un mouvement brusque pouvait briser quelque chose qui était déjà cassé. Je suis allé à la fenêtre et j'ai tiré le rideau de quelques centimètres. La circulation de Nancy à cette heure-là était clairsemée. Une camionnette de livraison a traversé la rue mouillée par la bruine, ses feux arrière laissant une traînée rouge sur l'asphalte. Je suis resté à regarder sans vraiment rien voir, laissant les secondes passer sans forcer aucune pensée concrète. Ça n'a pas marché. Musique. L'image est revenue d'elle-même sans que je l'appelle. La bande de lumière sous la porte de la chambre, musique. L'angle de la caméra du couloir que je n'avais jamais utilisé pour autre chose que vérifier que tout était en ordre. Le zoom lent que j'avais fait avec mon doigt sur l'écran, comme si une partie de moi savait déjà que je devais y aller doucement. Et puis cette image qui n'admettait aucune interprétation alternative. Musique. Aucun angle sous lequel elle paraissait différente. Manu. Un homme. Notre lit. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer de sa mémoire, c'en est une. Musique. Je me suis rassis et j'ai repris le téléphone sur le matelas. L'écran était éteint. Je l'ai allumé et l'application de la caméra était toujours ouverte en arrière-plan. Je ne l'ai pas rouverte. Non pas parce que je ne voulais pas en savoir plus, mais parce que j'en avais déjà assez pour rendre le reste de la nuit insupportable, et voir davantage dans cet état ne m'aurait fait aucun bien. Ce qui commençait à s'installer dans ma poitrine n'était pas exactement de la colère. C'était quelque chose de plus froid, qui ressemblait davantage au sentiment que j'éprouve lorsque je vérifie une structure sur un chantier et que je découvre que les calculs ne correspondent pas.
Cette combinaison spécifique d'alerte et de concentration qui apparaît lorsque quelque chose qui devrait tenir ne tient pas. La différence, c'est que cette fois, il ne s'agissait pas de béton ou de charge au mètre carré. Il s'agissait de 22 ans d'une vie construite avec la conviction qu'il y avait quelque chose de solide dans les fondations. J'ai pensé à Manu à 23 ans, avec ses chaussons et ce rire qui venait toujours avant la fin de sa blague. J'ai pensé au mariage d'octobre, à l'église du quartier de la Croix-Rousse, musique, à la tête de son père quand nous avons trinqué. J'ai pensé à Bastien nouveau-né. Comment la première fois que je l'ai tenu, cela m'a semblé être une si grande responsabilité. Je ne savais pas si j'étais à la hauteur. Et puis j'ai pensé à la chambre de Bastien, le lit fait, le sac à dos accroché à la chaise, le bureau vide. Musique. Personne. Cette image, la chambre déserte, a commencé à peser presque autant que celle du couloir. Ce matin-là, avant de partir, je lui avais demandé directement ce qu'il prévoyait de faire. Il avait répondu depuis son lit, les yeux à peine ouverts, je reste. Je dois réviser l'analyse mathématique. C'est ce qu'il avait dit. Et pourtant, sa chambre était vide à 23 heures un lundi, avec des partiels dans moins de 2 semaines. Il était possible qu'il soit sorti pour quelque chose de précis. Musique. Un dîner rapide chez un camarade de classe, un de ces imprévus qui arrivent sans grande importance. À 21 ans, on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Je le savais bien, mais la coïncidence était inconfortable à ignorer. J'ai essayé de trouver une explication qui colle sans la forcer. Bastien sort un instant sans prévenir. Manu en profite. Le fils ne sait pas ce qui se passe en son absence. C'était possible, parfaitement possible. Cependant, il y avait quelque chose dans cette version qui ne tenait pas tout à fait. Un peu comme lorsqu'un fait isolé semble correct mais ne correspond pas au reste du rapport. J'ai regardé l'horloge sur la table de nuit. 23h31. J'ai attrapé le téléphone et cherché le contact de Bastien. J'ai appelé. La tonalité a retenti 1, 2, 3, 4 fois. À la 5e sonnerie, j'ai commencé à envisager qu'il n'allait pas répondre, et quelque chose dans cette possibilité était plus révélateur que n'importe quelle réponse qu'il aurait pu me donner. À la 6e, musique, il a décroché, papa. Sa voix semblait légèrement différente. Pas effrayée. Cela aurait été plus facile à interpréter. C'était quelque chose de plus subtil, le ton de quelqu'un qui ne s'attendait pas à l'appel et qui a besoin d'une demi-seconde pour évaluer ce que l'autre sait avant de répondre. Je reconnaissais cette voix depuis qu'il avait 3 ans et que je lui demandais s'il avait cassé quelque chose. Musique. C'était la voix des calculs rapides. Tu es à la maison, ai-je demandé crûment, sans intonation particulière. Musique. Oui, a-t-il répondu sans pause. J'étudiais. Je me suis endormi sur le canapé un instant. Quelque chose ne va pas? La caméra du salon était complètement plongée dans le noir quand j'ai ouvert l'application. Il n'y avait personne sur le canapé ni dans aucun autre coin de cet étage. Je l'avais vérifié de mes propres yeux moins d'1 heure auparavant. Rien, ai-je dit. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Repose-toi. D'accord. Bonne nuit. J'ai raccroché. Musique. Je suis resté un bon moment avec le téléphone entre les doigts, à regarder l'écran noir. Musique. Je ne l'avais pas confronté, car le faire depuis un hôtel à Nancy avec les informations dont je disposais et sans rien de vérifier au-delà des images des caméras aurait été une erreur irréparable. Réagir à 23 heures avec l'adrénaline du premier choc circulant encore dans le corps, ce n'est pas réagir. C'est exploser. Et exploser avant de comprendre ce que l'on a devant soi est le moyen le plus rapide de perdre tout avantage. L'appel, cependant, m'avait laissé quelque chose de concret. Bastien n'était pas à la maison quand j'ai vérifié les caméras. Bastien prétendait y être, s'être endormi sur le canapé en étudiant. Bastien mentait. Ce n'était plus une supposition. C'était un fait vérifiable. Tout le reste, pourquoi il n'était pas là, s'il savait ou non ce qui se passait dans la chambre, s'il venait juste de sortir, ou s'il y avait quelque chose de pire derrière cette absence, restaient des questions sans réponse. Et les questions sans réponse sont dangereuses quand on agit prématurément. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans le noir, les yeux ouverts, triant mentalement ce que je savais d'un côté et ce que j'ignorais de l'autre. Dehors, cette fine pluie continue du nord continuait de tomber sur Nancy.
Le genre qui ne vous trempe pas complètement mais ne vous laisse pas en paix non plus. À 4 heures du matin, j'ai pris une première décision. Je ne retournerai pas à Lyon le lendemain, musique, comme si de rien n'était. Mais je n'allais pas non plus débarquer soudainement, sans plan, les mains vides, la tête pleine d'images que je ne pouvais encore prouver à personne. J'avais besoin de plus d'informations avant de faire le moindre pas. J'avais besoin de savoir avec qui Manu était, depuis quand, et combien de fois. Et j'avais besoin de comprendre, par-dessus tout, quel rôle exact Bastien avait joué dans tout cela. Parce que si mon fils était simplement sorti ce soir-là sans prévenir et sans rien savoir, c'était une chose. Musique. Mais s'il était sorti pour laisser la maison vide, sachant pertinemment ce qui allait se passer après avoir franchi la porte, c'était complètement différent. Et cette différence changeait absolument tout. L'aube du mardi s'est levée, grise sur Nancy. Je le sais car je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et je regardais par la fenêtre quand le ciel est passé du noir au gris sale d'une aube du nord. J'étais allongé sur le couvre-lit défait, musique, avec mes vêtements de la veille, écoutant le radiateur et la circulation augmenter progressivement après 6 heures. Il y a quelque chose de particulier au petit matin dans une ville qui n'est pas la vôtre. Les bruits sont différents. Les sirènes sonnent sur des fréquences légèrement différentes, et cette étrangeté géographique accentue encore plus le sentiment d'être complètement déphasé. À 7h15, je me suis levé, j'ai pris une douche avec de l'eau très chaude, et je suis resté sous le jet plus longtemps que nécessaire, les mains appuyées sur le carrelage et la tête baissée. Musique. La vapeur a rempli la salle de bain en quelques minutes. Je suis sorti, je me suis habillé, j'ai lacé mes chaussures, assis sur le bord du lit avec la même minutie automatique que toujours. Les gestes du corps continuent, même si l'esprit est complètement ailleurs. Je suis descendu prendre le petit déjeuner de l'hôtel sans avoir vraiment faim. J'ai commandé un café et des toasts auxquels j'ai à peine touché, et j'ai ouvert mon carnet de travail sur la table, essayant de revoir les notes de la veille. Je n'ai rien retenu de ce que j'ai lu. Mes yeux parcouraient les lignes techniques, les mesures, les élévations, les observations structurelles, mais les informations n'atteignaient aucune destination car la partie du cerveau censée les recevoir était occupée par autre chose. Tournant implacablement autour de 2 images qui ne voulaient pas se dissiper d'elles-mêmes. La bande de lumière sous la porte de la chambre, musique, et la chambre vide de Bastien. La journée de travail du mardi sur le chantier a été la plus longue de ma vie professionnelle, et j'ai connu des journées interminables en 20 ans. J'ai vérifié les structures du 2e étage du bâtiment. J'ai assisté à la réunion de clôture avec l'équipe technique locale. J'ai signé les rapports d'inspection. Tout était correct, tout était en ordre. Musique. Ma signature est apparue 4 fois sur différents documents ce matin-là. Et je ne me souviens pas avoir pensé consciemment à l'un d'entre eux. Ce dont je me souviens, c'est du moment exact où j'ai pris la décision de rentrer plus tôt. Il était environ 14 heures. Nous faisions une pause entre 2 réunions et j'étais debout près de la fenêtre du bureau d'emprunt qu'il m'avait attribué, mon téléphone à la main, fixant le toit du bâtiment d'en face. Soudain, j'ai eu une certitude très claire. Rester jusqu'à mercredi comme prévu était inutile. Pas dans cet état, pas avec cette quantité de questions sans réponse qui bougeaient dans ma poitrine comme des gravats après un effondrement. J'avais besoin d'être à Lyon. J'avais besoin de voir leur visage, pas pour exploser ou les affronter, pas encore, mais pour observer, pour me tenir devant eux avec tout ce que je portais déjà dans ma tête, et voir ce que j'étais capable de percevoir maintenant et qui m'avait été invisible auparavant. J'ai appelé le coordinateur du projet et expliqué qu'un problème technique urgent était survenu sur un autre chantier à Lyon, nécessitant ma présence cet après-midi-là. C'était un mensonge. C'était la première fois en 20 ans de carrière que j'inventais une excuse pour quitter une inspection plus tôt. Je le consigne aussi, car ce genre de petite rupture avec soi-même laisse une trace, même si l'on préfère l'ignorer. Le coordinateur n'a opposé aucune résistance. Tout ce qui était pertinent pour la révision avait été couvert depuis la veille. Pas de problème, Laurent. Ce qu'il te faut. Cette facilité avec laquelle l'excuse est passée m'a donné un sentiment étrange, comme si le monde extérieur était trop disposé à me laisser m'éloigner vers quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. J'ai mis les derniers papiers dans mon porte-documents, j'ai récupéré ma valise dans la chambre d'hôtel et je suis sorti sur le parking peu après 15 heures. Le ciel était toujours du même gris compact que le matin. Pas de pluie, mais pas une seule faille de lumière. J'ai démarré la voiture. Musique. J'ai allumé le GPS par habitude même si je connaissais bien la route,
et je me suis dirigé vers le sud sur l'autoroute. 3 heures de route, seul avec mes propres pensées. Pendant la première heure, j'ai essayé d'occuper mon esprit avec la radio. J'ai changé de station 3 fois sans rien écouter sur aucune d'entre elles et je l'ai éteinte près de Dijon. À partir de là, j'ai conduit en silence, les mains fermes sur le volant et les yeux fixés sur l'asphalte. La voiture dévorait les kilomètres un par un. J'ai pensé à Manu. J'ai essayé d'identifier le moment exact où j'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas. Cette fissure initiale qui existe toujours avant qu'une structure ne cède complètement. Il y avait des moments où elle avait été plus distante. C'est vrai. Musique. Des périodes où les conversations se raccourcissaient et où les nuits devenaient neutres, sans hostilité, mais sans chaleur non plus. J'avais attribué cela à l'usure accumulée, aux années, à cette normalisation progressive qui se produit dans les longs mariages lorsque le travail prend trop de place et que le reste perd du terrain sans que personne ne le décide consciemment. Je ne l'ai jamais interprété comme un signe. Peut-être que je ne le voulais pas. C'est aussi une façon de détourner le regard. Et le reconnaître n'était pas confortable. J'ai pensé à Bastien, 21 ans, première année d'ingénierie. Ce même gamin qui me suivait sur les chantiers le samedi, demandant à quoi servait chaque machine avec cette insistance qui m'épuisait et me faisait fondre à parts égales. Je l'imaginais ce lundi soir franchissant la porte de l'appartement de la Croix-Rousse, descendant les escaliers, traversant, musique, la rue, en connaissance de cause ou non. Ce n'était pas encore déterminé. Et cette distinction importait d'une manière que je ne pouvais pas encore articuler avec précision, mais qui pesait d'un poids complètement différent selon laquelle des deux versions s'avérait vraie. Je suis entré dans Lyon un peu après 18h15. Je me suis garé dans la rue habituelle, j'ai sorti ma valise du coffre et je suis monté à l'appartement en portant quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais que je sentais physiquement sur mes épaules. J'ai mis la clé dans la serrure avec plus de précaution que d'habitude, comme si le bruit pouvait les avertir de quelque chose avant que je ne sois prêt. J'ai ouvert la porte. Musique. Manu était dans la cuisine. Quand elle m'a entendu entrer, elle a jeté un coup d'œil dans le couloir avec une expression qui a mis exactement une demi-seconde de plus que la normale pour se transformer en surprise. « Tu es déjà là. » Sa voix semblait naturelle. Quelque chose dans sa posture, pas tout à fait. Ils ont annulé le deuxième jour, ai-je dit. L'affaire a été réglée plus tôt que prévu. Musique. C'est super. Elle a essuyé ses mains sur un torchon. Je fais des lentilles. Bastien est apparu du salon quelques instants plus tard avec son ordinateur portable sous le bras. Salut, papa. Une seule phrase, un hochement de tête. Rien d'objectivement étrange pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Musique. Et pourtant, le temps de laisser mon porte-document près de la porte du bureau, j'ai capté quelque chose entre eux. Un regard très bref, presque imperceptible, musique. Le genre de regard qu'échangent deux personnes qui viennent de calculer simultanément ce que la troisième personne qui vient de franchir le seuil sait. Je n'ai rien dit. Je vais me changer. Je me suis assis un instant sur le bord du lit. Notre lit. Le même que sur la caméra, les mêmes oreillers dans le même ordre que d'habitude. Et j'ai respiré lentement pendant quelques secondes avant de me lever. Ce soir-là, nous avons mangé des lentilles à ma propre table. J'ai écouté Manu faire des commentaires sur une collègue. J'ai répondu par des monosyllabes quand c'était approprié et j'ai souri une fois, à un moment dont je ne me souviens plus avec précision. Bastien a parlé d'un examen de thermodynamique. Tout semblait parfaitement ordinaire. J'étais assis au centre de cette vie quotidienne avec la certitude que quelque chose dans cette maison était différent de ce qu'il paraissait depuis un moment. Je ne savais pas encore depuis combien de temps, mais cela allait changer. Les jours qui ont suivi mon retour ont été les plus étranges que j'ai vécus dans ma propre maison. C'était comme habiter deux réalités en même temps. En surface, tout continuait avec sa régularité habituelle. Le réveil à 6h15, le café du matin, les courtes conversations avant de partir, les salutations au retour l'après-midi. Manu préparait le dîner. Bastien étudiait, ou disait étudier. La télé fonctionnait en fond sonore. Une famille de la classe moyenne dans un appartement du quartier de la Croix-Rousse, sans rien pour attirer l'attention de l'extérieur. Dans l'autre réalité, celle que j'habitais silencieusement sous cette surface, tout ce que je voyais avait une texture différente. Comme quand on passe des années à vérifier un plan de construction sans trouver le défaut, et soudain on le repère,
et à partir de cet instant, on ne comprend pas comment on n'a pas pu le détecter plus tôt, car il est là avec une clarté presque déconcertante. J'ai commencé à observer d'une manière que je n'avais jamais pratiquée dans ma propre maison. Pas de façon dramatique, sans changement de comportement qui pourrait les alerter, simplement avec une attention soutenue qui n'existait pas auparavant, car il n'y avait aucune raison qu'elle existe. J'ai appris à écouter les conversations depuis une autre pièce sans en avoir l'air. J'ai appris à enregistrer les détails tout en faisant semblant de lire le journal ou d'examiner des documents de travail. Les gens qui pensent ne pas être observés sont remarquablement imprudents. Je l'ai découvert cette semaine-là avec une clarté que je n'oublierai jamais. La première chose que j'ai relevée avec précision s'est produite le jeudi après-midi, 2 jours après mon retour. Manu était dans la cuisine, parlant au téléphone. Je suis resté dans le bureau, la porte entr'ouverte, apparemment concentré sur un rapport technique. Je n'entendais pas clairement les mots à cette distance, mais j'entendais le ton. Une voix basse, presque murmurée, avec cette cadence particulière des conversations qui ne sont pas destinées à d'autres oreilles. Quand je suis entré avec l'excuse d'aller chercher de l'eau, elle a changé de sujet avec une fluidité bien trop étudiée. C'est Marisol du travail, qui a un problème avec les factures trimestrielles, a-t-elle expliqué sans que je ne demande rien. J'ai hoché la tête et je suis retourné dans le bureau avec mon verre. Je n'ai rien dit, mais j'ai classé ce moment avec précision. Jeudi, 18h30. La justification qui arrive avant la question, la légère tension qui s'est installée dans ses épaules quand j'ai franchi le seuil de la cuisine. Le deuxième fait s'est produit samedi. Manu est sorti avec l'excuse d'aller au centre commercial. Bastien a proposé de l'accompagner. Rien d'anormal en surface. Une mère et son fils qui font les magasins un week-end, c'est une scène parfaitement commune. Mais quand ils sont revenus environ 3 heures plus tard, ils ne portaient aucun sac. En plus de 20 ans de mariage, Manu n'était jamais revenu d'une sortie au centre commercial sans au moins un petit achat. Une crème, un magazine, n'importe quel détail insignifiant. C'était tellement une habitude chez elle que je ne l'avais même pas cataloguée comme telle jusqu'à ce que son absence soit évidente. Je n'ai rien dit alors non plus. Je l'ai simplement enregistré. Il y a eu un troisième moment, ce même samedi soir, musique, qui a eu le plus de poids. Nous étions tous les trois dans le salon après le dîner. Musique. Manu sur le grand canapé avec son téléphone. Bastien dans le fauteuil avec son ordinateur portable. Moi à l'autre bout avec un livre que je lisais sans rien retenir. Musique. À un moment donné, le téléphone portable de Manu a émis une courte vibration. Elle l'a regardé un instant et l'a verrouillé avec son pouce. Musique. Un geste de 2 secondes tout à fait banal, mais Bastien a levé les yeux de son ordinateur portable exactement à cet instant et ils se sont regardés pendant une fraction de seconde avant qu'il ne baisse à nouveau les yeux. Il n'y a eu aucun signal explicite entre eux. Juste ce très bref échange du genre qui se produit entre 2 personnes, musique, qui partagent des informations que la troisième ne possède pas, et qui ont appris à communiquer sans mots précisément parce que cette troisième personne est présente. J'ai continué avec mon livre. Intérieurement, je cataloguais chaque détail avec la même froideur que j'utilise quand je documente les irrégularités d'un chantier, sans émotion, sans me presser, laissant les données s'accumuler jusqu'à ce que le schéma devienne impossible à remettre en question. Parce que c'était bien ce qui se dessinait clairement au cours de ces premiers jours. Un schéma. Pas une somme de coïncidences qui pourrait être expliquée séparément, mais une structure répétée de petits comportements qui, analysés ensemble, pointaient dans une seule direction. Le dimanche, j'ai appelé un voisin du 4e étage, musique, avec qui j'entretenais une relation cordiale depuis plusieurs années. Aurélien Dubois, 62 ans, gendarme à la retraite. Nous nous étions croisés lors des réunions de copropriété et prenions parfois un café ensemble. C'était un homme discret, direct, avec le genre de réseau de contacts accumulé par quelqu'un qui a travaillé des décennies dans la sécurité. Musique. Je lui ai demandé de me recommander quelqu'un de confiance, un professionnel. Je ne lui ai donné que les explications strictement nécessaires. Une situation personnelle délicate qui nécessitait de vérifier certaines informations avant de prendre des décisions importantes. Aurélien m'a regardé un instant sans répondre, avec cette pose caractéristique des gens habitués aux conversations qui ont du poids. Puis il a hoché la tête lentement. Je connais quelqu'un. Il travaille bien et est sérieux. Je te donnerai ses coordonnées cet après-midi. Musique. Ce même après-midi,
un message est arrivé avec un nom et un numéro. Henri Castanet, détective privé, agréé, déclaré, discret. Musique. Aurélien avait ajouté, le genre à ne pas poser de questions inutiles. Je l'ai appelé un lundi matin depuis ma voiture, garée dans une rue à un pâté de maison de l'appartement, le moteur coupé et le volume baissé. La conversation a été brève et professionnelle. Henri avait une voix calme, sans urgence. Le genre qui inspire confiance, non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle ne semble pas avoir besoin de vous plaire. J'ai expliqué l'essentiel. Une femme, des soupçons fondés sur des faits concrets, le besoin de savoir avec qui et depuis quand. Je n'ai pas mentionné la caméra. Je n'ai pas mentionné Bastien. Pas encore. Il me faut 3 semaines pour vous donner quelque chose de solide, a-t-il dit. Pas de suppositions. Des données vérifiables, documentées, utilisables si on en arrive là. C'est exactement ce qu'il me faut, ai-je répondu. Nous avons convenu d'un premier rendez-vous pour le lendemain dans son bureau du centre-ville de Lyon. 450 € par mois, plus les frais documentés. Ce n'était pas une petite somme, mais ce n'était pas non plus le moment de peser les coups sur ce genre de balance. Musique. Quand j'ai raccroché, je suis resté les mains sur le volant et les yeux sur le pare-brise. Sur le trottoir d'en face, une femme âgée promenait un chien d'un pas tranquille. Un pigeon s'est envolé du rebord d'une fenêtre voisine. La matinée continuait à son rythme habituel, complètement étrangère à ce qui venait d'être mis en mouvement. J'ai démarré la voiture et je suis allé travailler. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai maintenu la même routine que toujours. Les dîners, les courtes conversations, la télévision en fond sonore. Musique. Manu a continué avec ses explications non sollicitées et ses vagues sorties programmées. Bastien a continué avec ses partiels et ses silences sélectifs. Et j'ai continué à enregistrer chaque détail avec la patience de celui qui sait que le tableau se complète. Même s'il manque encore des pièces pour voir l'image entière, Henri travaillait. J'attendais, et cette attente, qui dans d'autres circonstances aurait été insupportable, musique, s'est transformée en quelque chose d'inattendu. En la certitude croissante que le moment venu d'agir, je le ferai avec tout ce qu'il me fallait en main et sans aucune marge d'erreur. Le rapport est arrivé un mardi après-midi. Henri m'a appelé à 17h42 pour me dire qu'il avait tout préparé et que je pouvais passer à son bureau avant 19h. J'étais sur un chantier quand le téléphone a sonné, vérifiant l'avancement de fondation dans la zone industrielle sud. J'ai raccroché, j'ai mis mon casque dans le coffre et j'ai conduit jusqu'au centre-ville sans passer par la maison. Musique. Le bureau d'Henri Castanet se trouvait au 2e étage de la rue de la République, au-dessus d'un opticien. Musique. Escalier étroit, porte en bois sombre avec une petite plaque métallique discrète. 3 semaines plus tôt, musique, cela m'avait semblé être un endroit austère frisant l'inconfortable. Cet après-midi-là, je l'ai vu différemment, comme le genre d'endroit qui inspire confiance précisément parce qu'il n'essaie d'impressionner personne. Henri m'attendait, assis derrière son bureau avec une chemise en carton marron fermée devant lui. Une expression qui n'était pas compatissante, mais qui n'était pas non plus indifférente. C'était l'expression de quelqu'un qui a passé des années à annoncer de mauvaises nouvelles et qui a appris à le faire sans ajouter de poids inutiles. « Asseyez-vous » a-t-il dit. Je me suis assis. Il a ouvert la chemise et l'a tournée vers moi sur la surface du bureau. La première page était un résumé ordonné. Nom du sujet sous investigation, Emmanuel Thiers. Période de surveillance, 21 jours. En dessous, une ligne qui concentrait le résultat principal avec l'économie de mots de celui qui n'a besoin d'aucun ornement pour dire quelque chose de lourd. Relation amoureuse et sexuelle avec Fabien Arnaud. 44 ans. Employé administratif au département des opérations des transports royers SARL, musique, où la partie visée par l'enquête a fourni des services en tant que responsable de facturation. Durée estimée de la relation, 22 mois. 22 mois. J'ai lu le chiffre 2 fois. La première sans vraiment le digérer. La seconde avec une clarté différente et plus lourde. 22 mois, c'était avant le printemps dernier. C'était avant l'été. C'était avant les vacances que nous avions prises tous les 3 en août à Palavas-les-Flots en cherchant un appartement différent parce que Bastien ne voulait plus aller au même endroit que d'habitude. C'était avant le repas de Noël chez les parents de Manu avec la bûche lors des longues discussions d'après-repas et sa mère me posant des questions sur le travail avec cette cordialité de quelqu'un qui croit, musique, que tout va bien.
Je suis passé à la page suivante. Henri avait documenté 16 rencontres au cours des 3 semaines de surveillance. Date, heure, lieu détaillé. 7 d'entre elles dans un appartement du quartier de Gerlande, enregistré au nom d'un proche de Fabien. Les 9 autres dans divers endroits, un hôtel d'autoroute en périphérie à 2 reprises, musique, la résidence de Fabien 3 autres fois, et à 4 occasions dans notre appartement de la Croix-Rousse pendant l'après-midi en semaine, quand je travaillais en dehors du centre. Je me suis arrêté sur ce point. 4 fois dans notre appartement. La nuit de l'hôtel de Nancy n'avait pas été une exception ou une impulsion isolée. Musique. Elle avait été une de plus dans une série qui se répétait depuis près de 2 ans avec une régularité presque méthodique. À l'intérieur des mêmes murs où je gardais mes vêtements, où je prenais mon petit déjeuner tous les matins, où pendant 22 ans j'avais cru avoir construit quelque chose qui en valait la peine. J'ai continué à tourner les pages. Il y avait des photos dans la section suivante. Je ne suis pas entré dans les détails plus que nécessaire. Les premières images étaient plus que suffisantes pour comprendre que ce qui était documenté n'était pas une situation ambiguë, musique, ni une proximité ouverte à des interprétations généreuses. C'était exactement ce que j'avais surpris cette nuit-là depuis l'hôtel, sans aucune place pour le doute. J'ai sauté à la section marquée par un onglet bleu sur le bord droit. C'est ce que vous m'avez demandé de vérifier en supplément, a dit Henri. Je le lui avais demandé lors de notre 2e réunion, 10 jours plus tôt. Sans entrer dans tous les détails, je lui avais dit que je voulais savoir s'il y avait une 3e personne au courant de la situation qui pourrait faciliter la logistique des rencontres. Je n'ai pas mentionné que je pensais à mon propre fils. Ce n'était pas nécessaire. La section commençait par un paragraphe court et direct. En vérifiant les schémas de communication entre la partie sous enquête et son fils Bastien Sorel, 21 ans, il a été confirmé que ce dernier a envoyé à sa mère, musique, à au moins 11 reprises au cours des 8 derniers mois documentés. Des SMS contenant des informations préalables concernant les voyages d'affaires du père. Les 10 messages comprenaient les dates de voyage, les durées d'absence estimées, musique, et dans 3 cas. La confirmation de retour anticipé avec un préavis suffisant pour que la partie sous enquête modifie ses plans à temps. 11 messages, 8 mois. Je ne l'ai pas relu. Une seule lecture suffisait, car les mots ne changent pas de sens, peu importe le nombre de fois qu'on les répète. J'ai détourné les yeux, musique, du papier pendant quelques secondes et j'ai fixé mon regard sur la fenêtre du bureau. De là, on ne pouvait voir que le côté du bâtiment d'en face et un coin de ciel commençant à se refermer dans l'obscurité. J'entendais la circulation étouffée par la vitre et les moteurs qui démarraient, un klaxon lointain. Musique. Le monde extérieur continuait dans une indifférence absolue face à ce qui venait de se passer à ce 2e étage de la rue de la République. Bastien savait. Je ne pouvais pas déterminer exactement depuis quand. Peut-être qu'au début ce n'était qu'un soupçon qui s'est confirmé avec le temps jusqu'à devenir impossible à ignorer. Peut-être qu'il fut un temps où Manu le lui a dit ouvertement ou quand il l'a découvert par lui-même et qu'ils sont tous deux parvenus à un accord tacite, qu'aucun ne nommait à voix haute. Le rapport ne pouvait pas répondre à cela. Ce à quoi il répondait avec la force de 11 messages documentés, c'était que mon fils non seulement connaissait la situation, mais avait pris une décision active facilitant sa poursuite. Il avait choisi l'autre camp, et il l'avait fait pendant 8 mois, voyage après voyage, à mon insu. J'ai refermé la chemise calmement et je l'ai laissée sur le bureau. Avez-vous besoin d'autre chose de ma part? Musique. A demandé Henri. Pas pour le moment, ai-je répondu. Je vous appellerai peut-être plus tard si la situation évolue vers une action en justice. Quand vous voudrez. Il a poussé la chemise vers moi sur la surface du bureau. Tout est en double. Vous avez une copie dans l'enveloppe intérieure pour l'usage qu'il conviendra. Je suis sorti dans la rue avec le dossier sous le bras. L'air de l'après-midi avait cette température serrée de la fin de l'automne à Lyon. Musique. Avec le vent froid du nord se déplaçant entre les bâtiments en courte rafale. J'ai marché jusqu'à la voiture sans me presser. J'ai mis la chemise dans mon porte-documents, j'ai fermé le coffre et je suis resté près du véhicule un moment, les mains dans les poches et les yeux fixés sur les pavés du trottoir. Musique. J'ai pensé à Bastien à 8 ans me suivant sur un chantier un samedi d'hiver, demandant à quoi servait chaque échafaudage avec cette insistance qui m'épuisait et me faisait fondre à parts égales. J'ai pensé à lui à 16 ans, avec une forte fièvre une nuit, et moi annulant une réunion pour l'emmener aux urgences sans y réfléchir à 2 fois.
J'ai pensé à lui répondant au téléphone depuis Nancy avec la voix de quelqu'un qui calcule ce que l'autre sait avant d'ouvrir la bouche. Je suis monté dans la voiture et j'ai fermé la porte. Je suis resté à l'intérieur silencieusement pendant plusieurs minutes sans démarrer le moteur. Musique. Ce que je ressentais n'était pas de la colère au sens conventionnel du terme. C'était quelque chose de plus difficile à contenir que la colère. La compréhension qu'une trahison a un certain poids, mais que ce même poids doublé, et venant d'où il venait, est une chose complètement différente. Pas plus grand en volume, mais différent par nature. Tout comme une fissure dans un mur n'est pas la même chose qu'une fissure dans les fondations. J'ai démarré le moteur. Je n'allais pas agir ce soir-là ni le lendemain. Ce que je venais de recevoir était la carte complète de ce que j'avais devant moi. Et on n'utilise pas une carte en courant. Avant d'aller dans n'importe quelle direction, j'avais besoin de parler à un avocat. Quelqu'un qui me dirait exactement où j'en étais et jusqu'où s'étendaient mes droits avant de déplacer une seule pièce. Parce que cette fois, je n'allais pas faire d'erreur. Germain Leblanc avait son bureau rue de la Barre, dans un immeuble à l'ancienne façade avec un ascenseur à porte métallique qui mettait plus de temps que de raison à monter. Je suis arrivé ponctuellement à midi le mercredi suivant, avec mon porte-documents à la main, le dossier d'Henri à l'intérieur et la détermination organisée de quelqu'un qui a dormi 3 jours sur une décision et qui n'en changera plus. La salle d'attente était petite, avec 2 chaises rembourrées vert foncé et une table basse avec des magazines que personne ne lisait. La secrétaire a offert de l'eau ou du café avec l'efficacité de quelqu'un qui le fait 20 fois par jour. J'ai demandé de l'eau. Germain est apparu 4 minutes plus tard. 49 ans. Cravate bleu marine. Poignée de main ferme sans chaleur excessive. Musique. Le genre d'avocat qui ne vous donne pas l'impression d'être en consultation, mais en réunion technique, ce qui, à ce moment-là, était exactement ce dont j'avais besoin. Nous nous sommes assis et j'ai exposé la situation avec le même ordre que j'aurais utilisé lors d'une réunion de chantier. Chronologie claire, pas de sauts émotionnels, les faits avant les évaluations, la caméra, la nuit d'hôtel, l'appel à Bastien, le retour, les semaines d'observation, le rapport d'Henri. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le dossier ouvert sur son bureau. Il l'a passé en revue en silence pendant plusieurs minutes. Il tournait chaque page avec une attention méthodique, sans se presser. Arrivé à la section de communication mère-fils, il a ralenti et a lu plus attentivement. Le fils vit-il au domicile familial, a-t-il demandé. Oui. Musique. Il étudie à Lyon, première année d'ingénierie. Y a-t-il des avoirs à son nom financés avec les fonds communs du mariage? Juste un compte où je dépose 800 € par mois pour les dépenses universitaires. Il a noté quelque chose sur son bloc-notes d'une écriture petite et régulière. Puis il m'a expliqué le terrain avec la clarté de celui qui le maîtrise sans avoir besoin de s'en vanter. Sous le régime de la communauté de biens, les biens acquis pendant le mariage sont divisés lors de la procédure de divorce, quelles que soient les circonstances qui la motivent. Cependant, les biens propres antérieurs au mariage ou reçus par héritage personnel restent en dehors du partage, à condition que leur origine puisse être documentée. Musique. Avez-vous des biens propres, a-t-il demandé. 3 fonds d'investissement et un dépôt à terme constitué avec l'argent hérité de mon père. Je ne les ai jamais intégrés dans des comptes joints ni déclarés comme biens communs. J'ai toute la documentation sur leur origine. Alors ils sont protégés. Un mot de plus sur le bloc-notes. Ce dont j'ai besoin pour notre prochaine réunion, c'est de toute cette documentation, les relevés historiques, les certificats de propriété et l'acte de succession. Nous avons convenu de nous revoir la semaine suivante. J'ai payé les honoraires de consultation, 120 €, et je suis sorti dans la rue de la Barre d'un pas plus ferme qu'à mon arrivée. Ce qui a suivi n'avait rien de dramatique de l'extérieur. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai accompli une série de tâches administratives qui, observées séparément, ressemblaient à des procédures de routine. Une visite à la banque pour vérifier l'état des fonds. Un après-midi avec le comptable pour mettre à jour la documentation d'origine. Quelques heures à la maison à séparer les actes de l'appartement hypothéqué en commun des papiers strictement antérieurs au mariage. Rien pour déclencher la moindre sonnette d'alarme. Rien que Manu aurait pu interpréter comme la préparation de quoi que ce soit. Musique. À la maison, la routine de surface continuait intacte. Ce qui avait changé, c'était le comportement de Manu, et le changement allait paradoxalement dans la direction opposée à ce à quoi on aurait pu s'attendre.
Elle évoluait depuis près de 2 ans avec un sentiment d'impunité qui s'était solidifié de lui-même, avec chacun de mes voyages qui se terminaient sans conséquence et avec chaque nuit qui reprenait son cours. L'excès de confiance engendre l'imprudence. Je l'ai vu suffisamment de fois sur les chantiers pour le reconnaître dans n'importe quel autre contexte. Elle a commencé à utiliser son téléphone avec moins de précaution. Elle l'emportait partout avec elle, même aux toilettes, chose qu'elle ne faisait pas auparavant. Ses justifications concernant ses sorties et ses horaires devenaient plus vagues. Je vais boire un verre avec une amie. Je reste un moment au bureau. Il y a un truc de dernière minute. Avant, elle élaborait ses explications plus en détail. Maintenant, elle les lâchait avec la légèreté de quelqu'un qui ne calcule plus l'effet qu'elle produit sur celui qui écoute. Un mardi midi, je suis rentré plus tôt que prévu car une visite de chantier avait été suspendue à cause de la pluie. Manu était dans le salon, dos à l'entrée, le téléphone collé à l'oreille. Elle ne m'a pas entendu arriver. En m'approchant dans le couloir, j'ai réussi à entendre 2 phrases avant qu'elle ne remarque ma présence. Je dis, comme d'habitude, et quelque chose que je n'ai pas pu tout à fait déchiffrer. Elle s'est retournée en entendant mes pas, a raccroché d'un geste rapide et m'a demandé si je mangeais à la maison. Non, musique, ai-je dit. Je suis venu chercher un plan que j'ai oublié. Je suis allé dans le bureau, j'ai attrapé une chemise sans regarder laquelle c'était, et je suis parti. Musique. Je n'ai rien ajouté. Chacun de ces moments était un élément de plus au sein d'une structure qui avançait à son propre rythme, et précipiter l'étape finale avant d'avoir tout sécurisé aurait ruiné des semaines de travail. La deuxième réunion avec Germain a eu lieu un mercredi après-midi. J'ai apporté tout ce qu'il m'avait demandé, relevé historique des 3 fonds avec les dates de création, certificat de propriété, acte de succession de mon père avec la liquidation des impôts jointes. Il a tout examiné avec le même calme que toujours. Quand il a terminé, il a rassemblé les papiers en alignant les bords, les a posés sur le bureau et a dit « Tout est en ordre. Quand vous déciderez de procéder, nous serons prêts. » Je lui ai demandé combien de temps la procédure nécessiterait à partir du dépôt de la demande. Avec un divorce contentieux, entre 8 et 10 mois pour une résolution complète. Musique. S'il y avait un accord, moins, mais je suppose qu'il n'y en aura pas, ai-je confirmé, musique. Je suis sorti dans la rue alors que le soleil était déjà bas sur les toits du centre-ville. L'automne avait laissé place à quelque chose de plus froid, avec un vent du nord soufflant entre les bâtiments avec cette insistance lyonnaise caractéristique en novembre. J'ai marché vers le parking lentement, les mains dans les poches et la tête mieux organisée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Musique. Manu est rentré ce soir-là, avec 40 minutes de retard, avec une explication que je n'avais pas demandée. J'ai souri depuis le canapé quand elle est entrée. Je lui ai demandé si elle avait dîné et j'ai continué avec le journal. Elle n'avait jamais été aussi exposée. Elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité, et cette distance entre les deux choses était à ce moment-là la seule dont j'avais besoin. Il y avait une chose que Germain Leblanc m'avait bien précisée dès le début. La phase de préparation est la plus vulnérable. Pas la confrontation, pas la procédure judiciaire, pas la réaction de la partie adverse, la préparation. Parce que c'est le seul moment où vous agissez sans que l'adversaire sache qu'il y a une partie en cours. Et si quelque chose fuite prématurément, tout l'avantage accumulé se dissout en quelques secondes. Je l'ai compris d'une manière complètement différente. Cette nuit de novembre-là, Manu est sortie après le dîner avec l'excuse d'un engagement professionnel. Elle l'a annoncé à midi avec le même vague que ces dernières semaines. Il y a un dîner d'équipe. Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Elle l'a dit depuis la cuisine sans lever les yeux de ce qu'elle faisait, avec le ton plat de quelqu'un qui transmet une information et n'attend pas de commentaire. Très bien, ai-je répondu. Bastien s'est enfermé dans sa chambre après le dîner, soi-disant pour préparer un devoir de thermodynamique à rendre à la fin de la semaine. Je l'ai entendu bouger pendant un moment, la chaise raclant, la porte de la salle de bain, le robinet, puis le silence. Je me suis dit qu'il serait concentré pendant au moins quelques heures. J'ai attendu jusqu'à 22h30. Quand l'appartement fut calme depuis un bon moment, je suis allé dans le bureau. J'ai fermé la porte avec précaution, ne laissant qu'un espace de 1 centimètre pour entendre le couloir, et j'ai allumé l'ordinateur. J'avais un appel vidéo en attente avec Germain depuis ce matin-là, une dernière révision des documents avant de déposer la demande. Rien de nouveau sur la table,
juste la confirmation que chaque papier était à sa place et que chaque chiffre correspondait avant de faire le grand saut. J'ai baissé le volume au minimum et je me suis connecté. Musique. Germain est apparu à l'écran, avec son bureau bien rangé en arrière-plan et la même expression technique que d'habitude. Il a salué brièvement et nous sommes passés aux choses sérieuses sans préambule. Il a passé en revue, point par point, les fonds propres documentés, l'hypothèque de l'appartement en commun et la façon dont cela se reflèterait dans le partage, le compte mensuel de Bastien, et son interruption immédiate à la date du dépôt. Le tout à voix basse, le tout de manière précise. Nous y étions depuis environ 20 minutes quand je l'ai entendu. Un grincement dans le couloir, le genre de bruit que fait le parquet dans le tronçon entre la chambre de Bastien et la cuisine. Quand quelqu'un marche en chaussettes sans calculer que le matériau cède encore sous le poids. J'ai rabattu l'écran de l'ordinateur portable d'un seul mouvement. Pas complètement. Je l'ai laissé entrouvert avec l'image de Germain compressée dans une bande sombre, sans l'éteindre. J'ai fait pivoter la chaise, ouvert le tiroir latéral du bureau et en ai sorti un dossier de chantier avec des plans budgétaires que j'y avais laissés quelques jours plus tôt précisément en prévision de ce genre d'éventualité. La porte du bureau s'est ouverte 3 secondes plus tard. Bastien a passé la tête, les cheveux en bataille et un mug à la main. Il m'a regardé, a regardé l'ordinateur entrouvert, a regardé le plan étalé sur le bureau. « Tu es encore réveillé ?» a-t-il dit. « Je dois finaliser un budget pour demain à la première heure. » J'ai passé mon doigt sur une ligne du plan sans quitter le papier des yeux. J'ai oublié de le finir au bureau. Bastien n'a pas bougé du seuil pendant 2 secondes, qui se sont étirées plus longtemps que de raison. Puis il a désigné l'ordinateur portable du menton. « Il est allumé ? » En attente de mise à jour, ai-je répondu. Je l'ai laissé ouvert pour qu'il termine. Il a hoché la tête lentement. Il est allé dans la cuisine de l'autre côté du couloir, a ouvert le micro-ondes et l'a mis en marche. Le bourdonnement de l'appareil a été la chose la plus utile qu'il ait produite à ce moment-là, car il noyait tout son qui aurait pu provenir de l'ordinateur entrouvert. J'ai attendu. Bastien est repassé devant le bureau avec le mug à la main. Il a ralenti le pas un instant en arrivant à la porte, mais ne s'est pas arrêté. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir, la porte de sa chambre s'est fermée. J'ai rouvert lentement l'ordinateur portable. Germain était toujours à l'écran. Il attendait sans bouger. Il m'a regardé un instant et a dit à voix très basse, « Problème. » Je n'ai pas répondu au même volume, mais, on s'arrête là pour ce soir. Compris. Nous continuerons jeudi. Je vous appelle demain. J'ai coupé la connexion, éteint l'écran et je suis resté assis dans le silence du bureau pendant un bon moment. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Pas exactement de peur, mais de ce genre de tension soutenue qu'il reste au corps quand il a été contenu pendant plusieurs minutes d'affilée sans pouvoir se relâcher. Je me suis frotté le visage avec les mains et j'ai respiré lentement jusqu'à ce que mon pouls retrouve son rythme. Le problème n'était pas que Bastien ait soupçonné quelque chose de précis. Musique. Il était trop intelligent pour ne pas enregistrer ce qu'il voyait, mais aussi trop confiant dans l'image qu'il avait de moi pour interpréter un ordinateur portable entrouvert comme une menace directe. Ce que j'avais vu dans ses yeux quand il a regardé n'était pas de la méfiance, c'était de la curiosité routinière, du genre qui se satisfait d'une explication raisonnable et ne creuse pas plus loin. Mais la marge de manœuvre s'était réduite. Musique. Le lendemain matin, j'ai appelé Germain depuis la voiture garée dans la rue habituelle, à quelques pâtés de maison de l'appartement. Je dois raccourcir les délais, lui ai-je dit. Pouvez-vous tout préparer pour déposer la demande cette semaine ? Un bref silence. On est mercredi. Musique. Si vous m'apportez la signature sur les 2 derniers documents que je vous ai envoyés cet après-midi, je peux déposer jeudi matin. À quelle heure ? À 17h, au bureau. Musique. J'y serai. J'ai raccroché et j'ai démarré le moteur. Pendant le trajet jusqu'au chantier, j'ai pensé à la séquence restante. Le dépôt le jeudi, la notification à Manu arrivant par le tribunal dans les jours suivants, et la confrontation qui devait avoir lieu avant que cette notification n'arrive, parce que je ne voulais pas qu'elle la prenne par une enveloppe dans une boîte aux lettres. Je voulais être là quand elle le découvrirait, non par cruauté, mais parce qu'il y avait quelque chose que j'avais besoin de lui dire en face, les documents sur la table, sans intermédiaire. Et puis Bastien, c'était le fardeau qu'aucun papier d'avocat ne pourrait alléger. La partie sans équivalent dans aucune procédure judiciaire,
parce qu'il n'y a pas de formulaire pour ce que cela signifie de savoir que son propre fils a choisi d'être dans l'autre camp pendant 8 mois. Sans colère, sans drame, juste avec la froide certitude que certaines décisions ont des conséquences qui ne se négocient ni ne s'atténuent avec des excuses ultérieures. Jeudi à 17h, j'étais assis en face de Germain avec les documents signés sur le bureau. À 17h15, je sortais de l'ascenseur aux portes métalliques sur la rue de la Barre avec le dossier et le tampon de la date de dépôt officielle dans la marge inférieure de la première page. Ce qui avait commencé un lundi soir devant un écran d'hôtel à Nancy atteignait maintenant la phase où ce n'était plus invisible. Musique. Vendredi après-midi, Bastien a pris son sac à dos et a annoncé qu'il allait étudier chez un camarade de faculté. On doit préparer un projet de groupe à rendre, a-t-il dit depuis le couloir, son manteau déjà sur le dos. Je resterai peut-être dîner. Je te tiendrai au courant. Pas de problème, ai-je répondu depuis le salon sans lever les yeux. C'était la même routine du vendredi qui se répétait depuis le début du semestre. Bastien disparaissait l'après-midi avec son sac à dos chargé et rentrait le soir ou le lendemain. Il l'avait prévu la veille en ma présence, sans aucune intention visible de créer une opportunité, simplement parce que c'était ce qui était prévu cette semaine-là. Et pourtant, le vendredi après-midi s'ouvrait devant moi avec une précision qu'aucun calendrier n'aurait pu mieux planifier. J'ai entendu la porte se fermer. Manu était dans la cuisine quand j'ai quitté le salon. Elle préparait quelque chose de simple, des restes du frigo pour le week-end, de dos, musique, avec la radio murale qui diffusait doucement l'émission de l'après-midi. L'émission qu'elle mettait à cette heure-là depuis des années. Je vais mettre la table, ai-je dit. Super. Ce sera prêt dans 20 minutes. J'ai mis les 2 couverts, les 2 verres, les 2 serviettes avec la même normalité que n'importe quel autre vendredi de l'année. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti le porte-document du placard où je l'avais rangé ce matin-là, musique, et j'en ai extrait la chemise en carton marron d'Henriet, par-dessus, la première page du dossier judiciaire tamponné de la veille. Je les ai placés au centre de la table, entre les 2 assiettes. Je suis retourné dans la cuisine et j'ai versé l'eau. Manu a apporté le plat et l'a posé sur la table sans regarder. Elle a tiré la chaise, s'est assise, a servi son assiette, et dans le mouvement pour attraper le pain, ses yeux se sont posés sur le dossier. Elle s'est arrêtée. Ce n'était pas un geste dramatique. C'était le petit arrêt silencieux de quelqu'un dont le corps traite ce qui se trouve devant lui avant que l'esprit ne le fasse. Elle a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce que c'est ? Ouvre-le. Une longue pause. Compact. Le genre qui prend plus de place que le temps ne le justifie. Musique. Elle a tendu la main lentement et a ouvert le dossier à la première page. Je l'ai laissé lire. Je ne l'observais pas avec l'intention de cataloguer sa réaction comme s'il s'agissait d'une expérience. Je la regardais parce que je portais quelque chose seul depuis plus de 2 mois, et qu'à ce moment-là, il n'y avait plus aucune raison de garder le silence. Musique. Manu a lu la première page, est passé à la deuxième, s'est arrêté à la section des photos assez longtemps pour que la cadence de sa respiration change sans qu'elle ne s'en rende compte. Ce n'est pas ce que ça a l'air, musique, a-t-elle dit enfin. La phrase est sortie doucement, presque sans inflexion, comme une chose dite plus par réflexe que par conviction. Manu. Son nom est sorti de ma bouche avec un calme que je construisais depuis des semaines. Il y a 16 rencontres documentées en 3 semaines. 4 d'entre elles dans cet appartement. 22 mois au total. Silence. Tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Je sais déjà tout. Elle a refermé la chemise lentement et l'a laissée sur la nappe. Musique. Puis elle a levé les yeux et j'ai vu dans son regard quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas de la peur immédiate ou de la colère, mais une sorte d'évaluation, comme si elle calculait encore quelle marge de manœuvre il lui restait. On pourrait en parler, a-t-elle dit. Sa voix a retrouvé une certaine fermeté. Tu n'avais pas besoin de faire ce que tu as fait. On peut s'asseoir et trouver un moyen de. C'est déjà fait. J'ai pointé la 2e page. Celle du dossier. Jeudi après-midi. Musique. Déposé et tamponné. C'est tombé différemment. J'ai vu le moment exact où l'information l'a frappé car sa posture a changé. Ses épaules se sont affaissées d'1 centimètre. Ses mains sur la nappe ont perdu la tension qu'elle maintenait depuis qu'elle avait ouvert le dossier. Tu ne peux pas, elle a commencé et n'a pas fini. Musique. C'est déposé, Manu.
avec tout ce qu'il y a dans cette chemise comme documentation à l'appui. Puis la colère est venue, pas d'un coup, mais accumulée sur quelques secondes, la transformant de la froide évaluation à quelque chose de beaucoup plus primaire. Elle a repoussé sa chaise et s'est levée avec le mouvement brusque de quelqu'un qui a besoin de se tenir debout pour affronter ce qui arrive. Elle m'a dit que je n'en avais pas le droit. Qu'il y avait des choses que je n'avais jamais comprises. Que si elle en était arrivée là, c'était parce qu'il y avait des raisons que j'étais incapable de voir, parce que je n'étais jamais présent. Parce que j'avais toujours fait passer le travail avant le reste. Parce qu'il y avait des années entières où elle n'existait pratiquement pas pour moi. J'ai écouté sans l'interrompre, non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce qu'une partie de ce qu'elle disait contenait une vérité que j'avais reconnue avant même cette nuit-là. J'avais manqué des moments qui ne reviennent pas. J'étais arrivé en retard trop de fois. Il y a eu des périodes où ma présence dans cette maison était plus logistique que réelle. C'était vrai. Je l'ai accepté et je n'allais pas le nier devant elle ni devant personne. Mais il était également vrai qu'aucune de ces absences ne suffisait à tout expliquer. Elles expliquaient peut-être une distance, un refroidissement, une conversation difficile qui aurait dû avoir lieu et qui n'est jamais arrivée. Elles ne justifiaient pas 22 mois de mensonges continus. Elles ne justifiaient pas 4 après-midi dans notre propre lit. Elles ne justifiaient pas 11 messages de mon fils coordonnant mes voyages pour qu'elle ait la voie libre. Quand elle a fini de parler, le silence qui a suivi avait une densité différente. J'ai entendu tout ce que tu avais à me dire, ai-je déclaré. Maintenant, tu vas m'écouter. Je ne suis pas ici pour discuter de qui a le plus raison sur les 22 dernières années. Ce qui s'est passé entre nous a de nombreux responsables, moi y compris, et je le sais. Mais ce qui se trouve dans ce dossier, nous ne le résoudrons pas à cette table. La procédure est en cours et ce qui nous attend sera traité conformément à la loi. Musique. Elle s'est rassise lentement, comme si ses jambes l'avaient lâchée avant sa résolution. Il n'y a aucune chance que tu reconsidères les choses ? Sa voix avait encore changé, plus basse, dépouillée de toute colère désormais. Non. Manu a regardé le dossier sur la table pendant un temps que je n'ai pas mesuré. Le plat avec le dîner était au centre, intact, musique, sa vapeur ayant cessé de s'élever depuis un moment. La radio continuait de jouer depuis la cuisine, complètement étrangère à ce qui venait de se passer dans cette salle à manger. Musique. Elle a fini par se lever, a pris son téléphone sur le buffet et est allée dans la chambre. La porte s'est fermée, puis le murmure contenu d'un appel, la voix de quelqu'un qui a besoin de parler à une personne mais qui ne veut pas être entendu. Je suis resté assis à la table. Je ne ressentais ni soulagement ni satisfaction. Ce qui s'est installé ressemblait plus au silence qu'il reste après l'effondrement d'une structure. Musique. L'instant précis où la poussière n'est pas encore complètement retombée et où le contour de ce qui reste debout n'a pas encore de forme définie. J'ai repris le dossier, j'ai glissé les documents officiels à l'intérieur, musique, et j'ai remis le tout dans mon porte-documents. J'ai jeté le dîner, j'ai fait la vaisselle, j'ai éteint la lumière de la cuisine. Ce soir-là, j'ai dormi dans la buanderie, qui depuis des années servait de rangement pour les vêtements de saison, sur un lit pliant que personne n'utilisait. J'ai déplacé la pile de sacs du matelas et je me suis allongé tout habillé sur le tissu froid. Le plafond de cette pièce était le même plafond que toujours, avec cette même tache allongée près de la fenêtre provenant d'une fuite à l'étage supérieur. Réparée il y a 4 hivers, la même fine fissure traversant le plâtre du coin jusqu'à presque le centre. J'avais dormi de l'autre côté du couloir pendant des années sans jamais la voir. Musique. Ce qui restait pour le lendemain était d'une nature différente de tout ce qui précédait. Plus dur d'une autre manière. Pas parce que cela nécessitait plus de calcul ou de documentation, mais parce que celui qui attendait de l'autre côté de ce couloir portait mon nom de famille. Bastien est rentré à 23h20. Musique. Je l'ai entendu depuis la buanderie. La clé dans la serrure, le bruit sourd de la porte qui se referme, les pas, musique, dans le couloir. Il s'est arrêté un instant. Il a probablement remarqué la lumière sous la porte de la chambre principale que Manu avait laissée allumée, puis a continué vers sa chambre. La porte s'est fermée. Rien de plus. Je ne suis pas sorti. Musique. Ce n'était pas le moment cette nuit-là. Pas alors qu'il venait d'arriver, ignorant tout de ce qui s'était passé des heures auparavant dans cette salle à manger. Avec sa garde baissée et l'épuisement de celui qui revient d'un long après-midi, j'avais besoin que ce que j'allais lui dire le lendemain arrive dans des conditions rendant toute fuite impossible.
Lui réveillé, pas pressé, assis en face de moi, sans nulle part où aller. Musique. J'ai dormi par petites périodes. À 7 heures, j'étais déjà dans la cuisine. Musique. J'ai fait du café, posé 2 mugs sur la table et j'ai mis le dossier d'Henri, ouvert, au centre, avec la section des messages entre Bastien et Manu visible au premier coup d'œil. Pas comme un piège, mais comme une déclaration de ce que cette conversation allait être d'entrée de jeu, sans tourner autour du pot. Musique. Sans introduction progressive, sans ce genre de prologue qui laisse le temps de construire des défenses. J'ai attendu. À 9h15, j'ai entendu du mouvement dans sa chambre, la salle de bain, musique, le robinet, la porte, des pas dans le couloir. Bastien est entré dans la cuisine, les cheveux encore humides et un t-shirt d'étudiant. Il s'est arrêté 2 secondes en voyant la table. Les 2 mugs, moi assis, le dossier ouvert, avec une expression qui n'était pas encore de l'alarme, mais qui n'était pas non plus celle de quelqu'un qui vient juste prendre son petit déjeuner. « Assieds-toi », ai-je dit. Quelque chose dans ma voix l'a arrêté avant qu'il ne puisse répéter la moindre réponse. Il s'est assis lentement en face de moi, les yeux fixés sur le dossier sur la table. « Lis ça. » Je n'ai pointé aucune page en particulier. La section visible était assez éloquente. Musique. Les 11 messages retranscrits avec la date, l'heure et le contenu exact. Son numéro de téléphone dans l'entête de chaque communication. Musique. Les dates correspondaient à mes voyages d'affaires, vérifiés à côté avec les journaux de voyage qu'Henri avait joints. Bastien a lu. Musique. Je l'ai regardé lire avec la même attention qu'il accorde quand quelque chose a de l'importance pour lui. La mâchoire serrée, les yeux bougeant lentement sur le texte, musique, les mains immobiles sur la nappe. Ce n'était pas la lecture rapide de quelqu'un qui cherche une porte de sortie. C'était la lecture de quelqu'un qui sait que ce qui se trouve devant lui n'admet aucune interprétation alternative et qui mesure exactement le poids des mots avant d'ouvrir la bouche. Quand il a levé les yeux, il a commencé à parler. « Papa, écoute-moi. Ce n'est pas ce que... » Bastien. Sans inflexion. Suffisant pour qu'il s'arrête. Musique. J'ai ouvert mon téléphone, je suis allé au message du 12 mars et je l'ai tourné sur la table vers lui. L'écran affichait le texte exact. Il part lundi à la 1er heure, il revient mercredi après-midi. Envoyé à 22h46 un dimanche soir. « C'est toi ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Non pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce que tout ce qu'il aurait pu dire à ce moment-là le plaçait sur un terrain d'où il n'y avait aucune issue raisonnable. Il y a 11 messages en 8 mois, ai-je continué. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Ce n'est pas quelque chose qui t'a échappé accidentellement. Ce sont 8 mois de décisions répétées, l'une après l'autre, où chaque fois que je quittais cette maison, tu prenais ton téléphone et tu prévenais ta mère que la voie serait libre. Le silence qui a suivi avait le poids spécifique des choses qui ne peuvent plus être défaites. Je ne savais pas jusqu'où tout cela allait, a-t-il finalement dit. Sa voix semblait différente, plus basse, dépouillée de la cadence contrôlée du début. Au début, je pensais que c'était quelque chose entre vous deux, que ce n'était pas à moi de m'en mêler. Mais tu t'en es mêlé. Je l'ai dit sans élever le ton. Chaque message était une décision active de t'en mêler. Seulement, tu as choisi l'autre camp. Bastien a baissé les yeux vers la table. Je suis désolé. 3 mots à voix basse avec la texture de quelque chose de sincère, ce qui rendait justement ce qui allait suivre plus difficile. Je sais, ai-je répondu. Musique. Je suis resté silencieux un instant, non pas pour créer un effet, mais parce que ce que j'allais lui dire nécessitait que je l'assimile moi-même avant de le dire à voix haute. Musique. Je vais être clair parce que tu ne mérites rien d'autre. À partir du 1er du mois prochain. J'annule le virement mensuel. Les frais d'inscription à l'université ne seront pas renouvelés au prochain semestre. Toute dépense liée à tes études qui jusqu'à présent étaient à mes frais est suspendue à compter d'aujourd'hui. Bastien a levé les yeux lentement. Je ne te dis pas ça par colère, ai-je continué. Je te le dis parce que les vraies décisions ont de vraies conséquences. Et pendant 8 mois, tu as pris de vraies décisions qui ont eu de vraies conséquences au sein de cette famille. Ça ne se compense pas par des excuses. Pas parce que je ne les apprécie pas. Mais parce que certaines choses ne fonctionnent pas comme ça. Mais papa. Sa voix s'est légèrement brisée sur la 2e syllabe.
Écoute-moi jusqu'au bout. Il est resté immobile. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Ce n'est pas sur la table et ça ne le sera jamais. Mais le père que je suis pour toi aujourd'hui n'est pas le même qu'hier. Non pas parce que j'ai décidé de te punir. Mais parce que ce qui s'est passé entre nous a altéré quelque chose qui ne peut pas revenir à son état antérieur simplement parce que nous le décidons. La confiance ne fonctionne pas comme ça. Tu le sais parfaitement car tu es assez intelligent pour le comprendre. Et c'est précisément ce qui rend plus difficile d'accepter que tu aies choisi ce que tu as choisi. Les yeux de Bastien brillaient, il ne pleurait pas encore, mais il se contenait. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a-t-il dit. La question manquait d'arrogance. Elle était sincère, presque petite. Tu devras trouver une solution, ai-je dit avec tout le calme qu'il me restait. Tu as 21 ans. Tu étudies l'ingénierie et tu es tout à fait capable de chercher un travail, de postuler pour une bourse. Ou de t'organiser. Il y a des milliers de personnes qui ont construit leur vie à partir de points de départ bien plus difficiles que le tien. Je ne te laisse pas sans ressources. Je te laisse sans les miennes. Musique. Il y a une différence. Et avec le temps, tu la comprendras. Il s'est levé de sa chaise avec la lenteur de quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose qu'il ne sait pas encore comment porter. Il a pris son téléphone sur la table et l'a mis dans la poche de son pantalon. Quand pars-tu ? A-t-il demandé sans hostilité. C'était une question pratique, du genre qu'on pose quand le sol s'est dérobé sous vos pieds, musique, et que la première chose à faire est de comprendre la nouvelle géographie. Bientôt, ai-je répondu, dès que les papiers avanceront. Il a hoché la tête une fois, très lentement, et a quitté la cuisine. Je l'ai entendu atteindre sa chambre. La porte n'a pas claqué. Elle s'est fermée doucement, ce qui, d'une certaine manière, était plus définitif que n'importe quelle porte claquée. Je suis resté assis devant les 2 mugs de café qu'aucun de nous n'avait touché. Dehors, le samedi de novembre avançait avec sa température froide et son ciel couvert, complètement ignorant du fait qu'à l'intérieur de cet appartement du quartier de la Croix-Rousse, la dernière chose qu'il restait à briser venait de se briser. Il n'y avait plus de décision à prendre entre ces murs. Tout ce qui devait être dit avait été dit. Musique. Ce qui nous attendait, c'était un autre type de travail, celui de se reconstruire à partir du seul point de départ qu'il me restait net, moi-même. La procédure de divorce a pris un peu plus de 2 mois de la notification judiciaire à la résolution finale. Germain l'avait anticipé en des termes similaires dès le début, avec une documentation solide, des actifs bien différenciés, et aucune des parties n'ayant intérêt à prolonger ce qui était évitable. Les délais ont été compressés. Manu a engagé son propre avocat, une femme au nom de famille Vernet, dont je n'ai jamais vraiment retenu le prénom complet. Dès le premier échange entre les avocats, il était clair qu'aucune des parties n'avait d'appétit pour une longue procédure contentieuse. Non par générosité mutuelle, mais parce que l'usure d'une longue bataille juridique ne profitait à personne, et nous le savions tous les deux parfaitement. La répartition s'est faite selon ce que la loi établissait. Musique. Bien commun divisé à parts égales. L'appartement de la Croix-Rousse a été mis en vente 3 semaines après la résolution, évalué par une agence immobilière à 287 000 €. Sur ce chiffre, une fois la part de l'hypothèque en cours réglée, ce qui restait à diviser était considérablement inférieur à ce que chacun aurait préféré. Les comptes chèques communs ont été fermés et le solde résiduel réparti selon l'accord conclu. Les fonds propres, ceux constitués avant le mariage avec l'argent de l'héritage de mon père, sont restés en dehors du partage sans aucun obstacle, exactement comme Germain l'avait garanti depuis ce premier après-midi rue de la Barre. Je suis sorti de ce mariage avec moins de richesses que j'en avais accumulé, ce qui était la conséquence attendue de 22 ans de vie commune. Ce que j'ai gardé intact, musique, c'était la seule chose qui comptait, garder ce qui était à moi avant que tout ne commence. Pendant ces semaines, j'ai continué à vivre dans l'appartement de la Croix-Rousse, dans la buanderie aménagée en chambre temporaire. C'était une situation étrange qu'aucun manuel de divorce ne décrit avec assez de précision, habiter le même espace que l'autre partie, tandis que la paperasse avance à son propre rythme bureaucratique, indifférente au poids humain de ce qu'elle traite. Musique. Manu et moi nous croisions dans la cuisine le matin avec l'économie de mots de 2 personnes qui ont déjà dit tout ce qui était pertinent et qui ne voient pas l'intérêt d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas d'hostilité ouverte, juste cette distance particulière qui s'installe lorsque le lien est formellement rompu, mais que l'espace physique ne le reflète pas encore. Bastien restait dans sa chambre.
Après ce samedi de novembre, nous n'avons plus eu de conversations approfondies. Nous nous croisions dans le couloir. Il disait quelque chose de bref en passant. Je répondais avec la même brièveté. Les gestes du territoire domestique exécutés sur pilote automatique, vidés du contenu qu'ils avaient autrefois. Le premier message est arrivé une semaine après ce matin dans la cuisine. Il l'a envoyé un lundi à plus de 23 heures. Un long texte avec la cadence réfléchie de quelqu'un qui a retourné les mots dans sa tête pendant des heures avant de se décider à l'envoyer. Musique. Il a expliqué que c'était une erreur de calcul, ses mots exacts, et qu'à aucun moment il n'avait mesuré les conséquences réelles de ce qu'il faisait. Musique. Qu'il pensait que c'était quelque chose qu'il ne lui appartenait pas de résoudre, que s'il pouvait revenir en arrière, il n'agirait plus de la même manière. J'ai tout lu. Je n'ai pas répondu. Le deuxième est arrivé 4 jours plus tard, plus concis. Il disait seulement qu'il comprendrait si j'avais besoin de prendre mes distances, qu'il n'avait pas l'intention de me faire pression, mais qu'il voulait que je sache qu'il était vraiment désolé. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. 5 autres messages sont arrivés au cours des semaines suivantes, à des intervalles irréguliers, indiquant que ce n'était pas une tactique calculée, mais le reflet désorganisé de quelqu'un qui ne sait pas comment gérer le silence soutenu de l'autre côté. Le quatrième disait qu'il avait demandé des informations sur une bourse du ministère et qu'il avait trouvé un emploi à temps partiel dans un entrepôt pour couvrir les frais de scolarité du 2e semestre. Le 5e était encore plus court et se terminait par « J'espère que tu vas bien ». Je les ai tous lus, sans exception. Je rangeais le téléphone à chaque fois sans rien écrire. Ce n'était pas de l'indifférence. Musique. Si ça avait été de l'indifférence, cela aurait été plus supportable. C'était plutôt semblable à ce qui se produit lorsqu'un matériau structurel a dépassé sa limite de charge et que la déformation n'est plus récupérable. Le matériau est toujours là. Il ne disparaît pas, mais sa géométrie interne a changé de manière permanente, et faire comme si ce n'était pas arrivé n'est utile à personne. Musique. Manu est parti un mardi à la mi-décembre. Une camionnette de location est arrivée le matin, conduite par un jeune homme qui n'a rien dit de plus que ce qui était strictement nécessaire. Musique. Manu et lui ont chargé pendant un peu plus de 2 heures. Les vêtements, les objets personnels accumulés sur 2 décennies. Les tableaux qui étaient l'héritage de sa mère. La vaisselle en porcelaine gardée pour les grandes occasions qui ne sont jamais vraiment arrivées. Les cartons sont descendus par l'ascenseur par l'eau, ont traversé l'entrée et ont disparu dans la camionnette l'un après l'autre avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui ne fait que déménager. J'étais dans le bureau quand j'ai entendu le moteur démarrer. Je n'ai pas regardé par la fenêtre. Quand je suis sorti dans le couloir, la maison avait cette sensation concrète des espaces qui ont perdu du volume sans avoir perdu de mètres carrés. Les marques rectangulaires sur le mur où les tableaux étaient accrochés, les tiroirs du buffet à moitié vides. Le placard de l'entrée avec la moitié des cintres vides. Musique. Une géométrie des absences que le corps perçoit avant que l'esprit ne la nomme avec précision. J'ai appris quelques jours plus tard, musique, par un commentaire d'Aurélien au 4e étage, que Manu s'était installé dans un appartement du quartier de Gerlande, le même quartier où le rapport d'Henri avait documenté 7 des 16 rencontres des mois auparavant. Cela ne m'a pas surpris. Musique. C'était la conséquence directe d'une situation qui se déroulait depuis près de 2 ans pendant que je signais des rapports sur les chantiers provinciaux et que je rentrais à la maison convaincu que ce qui m'attendait à l'intérieur en valait la peine. L'appartement de la Croix-Rousse, musique, s'est dépeuplé de ses habitants avant la conclusion de la vente. Je me suis installé dans un appartement en location dans le quartier de Montplaisir une semaine avant Noël. 72 mètres carrés, au 2e étage, sans ascenseur, chauffage central et une fenêtre de cuisine donnant sur la rue. Juste ce qu'il fallait pour le moment. J'ai fait 2 voyages avec la voiture, chargeant ce qui m'appartenait strictement. Musique. Les vêtements, les livres techniques du bureau, les archives de documents professionnels, et la cafetière italienne que j'avais achetée plusieurs mois avant de me marier, et qui était restée dans cet appartement pendant 22 ans sans que personne ne remarque qu'elle était arrivée avant Manu. Avant Bastien. Musique. Et avant tout le reste. J'ai monté les cartons par l'escalier parce que la cage d'ascenseur de l'immeuble était trop étroite. J'ai mis les livres sur l'étagère vide, j'ai pendu les vêtements dans le placard, j'ai mis la cafetière sur le nouveau plan de travail de la cuisine. À 19h ce jeudi-là, je me suis assis sur la seule chaise que j'avais dans le salon avec l'appartement encore pas entièrement meublé,
et j'ai passé un bon moment à écouter le silence de cet espace qui n'avait pas encore d'histoire. Aucun souvenir accroché au mur. Aucune voix enregistrée dans les coins. Juste le bruit étouffé de la rue 3 étages plus bas. Un voisin qui bougeait au-dessus de ma tête. Le radiateur qui se mettait en marche avec un bruit sourd. Tout ce qui avait constitué ma vie antérieure tenait en cet instant dans une seule observation nue, c'était terminé. Ce qui n'était pas encore clair, c'était le nom à donner à ce qui commençait. Les mois qui ont suivi le déménagement se sont écoulés avec une cadence sans précédent dans ma vie d'adulte. Pendant plus de 2 décennies, j'avais organisé mon temps en fonction des autres. L'emploi du temps de Bastien quand il était petit, les horaires de travail de Manu, les besoins d'entretien de l'appartement, musique, les voyages d'affaires qui donnaient le rythme des semaines. Tout tournait autour d'une structure partagée que j'aidais à maintenir sans jamais me demander si cette musique, structure me laissait un espace véritablement personnel. Dans l'appartement de mon plaisir, j'ai découvert avec une surprise inattendue que le silence n'était pas un problème. J'ai assumé que j'avais aménagé les 72 mètres carrés d'espace sans précipitation. Musique. D'abord l'essentiel, un lit, la table de la cuisine avec 2 chaises, musique, le bureau pour les documents de travail. Puis, au cours des semaines suivantes, est arrivé ce qui transforme un espace fonctionnel en un lieu de vie. La bibliothèque que j'ai montée seule un dimanche après-midi, les instructions étalées sur le sol. Le lampadaire que j'ai trouvé dans une friperie du quartier et qui donnait une lumière plus chaude que n'importe quelle autre que j'avais eue dans l'appartement de la Croix-Rousse. La cafetière italienne sur le plan de travail habituel. Je continuais à travailler. Les chantiers ont continué. Musique. Les rapports d'inspection. Les visites de terrain, les réunions techniques. Le travail a cette vertu particulière que ses exigences sont concrètes et indifférentes à l'état interne de celui qui les exécute. Et pendant ces premiers mois, cela s'est avéré plus utile que je ne l'aurais anticipé. Bastien n'a plus envoyé de message après le 7e, celui qui se terminait par « J'espère que tu vas bien ». Il y a eu un silence de plusieurs semaines que j'ai interprété comme l'épuisement naturel de quelqu'un qui a essayé d'ouvrir une porte à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse, musique, et qui a finalement décidé de ne plus frapper. Je ne me suis pas réjoui de ce silence. Je ne l'ai pas regretté non plus. Je l'ai accepté comme la conséquence logique de tout ce qui avait précédé. De la même manière qu'on accepte l'état final d'une structure après une défaillance. Pas avec satisfaction, pas avec tristesse, mais avec la sobre reconnaissance que les choses ont atteint le point qu'elles devaient atteindre. C'était un samedi de mars lorsque l'interphone a sonné. Musique. Il était plus de 16 heures. J'avais fini de manger peu avant et j'étais près de la fenêtre du salon avec un mug de café à la main et un rapport technique sur les genoux sur lequel je n'avais pas avancé depuis 1 heure. La sonnette a retenti 2 fois avec ce ton plat d'un vieil interphone d'immeuble qui ne fait pas de distinction entre les visites attendues et inattendues. Je me suis approché de l'appareil. Qui est-ce? C'est moi. Musique. Une pause de 2 secondes. Bastien. J'ai gardé la main sur l'interphone pendant un moment qui a dû lui paraître éternel d'en bas. J'ai appuyé sur le bouton pour ouvrir. J'ai entendu ses pas monter l'escalier. Musique. Il a frappé à la porte doucement avec les jointures. J'ai ouvert. Il avait l'air différent, pas radicalement, mais dans les détails que l'on remarque quand le temps a passé sur quelqu'un qu'on connaît bien. Un visage un peu plus mince, avec les cernes d'un stress accumulé, et pas seulement depuis une nuit. La posture un peu moins détendue que celle d'un gamin qui, jusqu'à quelques mois auparavant, n'avait eu à se soucier de rien que son père ne puisse résoudre. Entre, ai-je dit. Il est entré et s'est tenu au milieu du salon. Il a regardé la bibliothèque, la fenêtre, musique, le lampadaire de la friperie. Il n'a fait aucun commentaire sur l'appartement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'arrivait pas à trouver le bon ton ou parce qu'il avait compris que les observations sur la décoration n'étaient pas la raison pour laquelle il avait gravi ses escaliers. Assieds-toi. Tu veux un café? Oui, merci. Je lui ai posé un mug sur la table de la cuisine et nous nous sommes assis face à face comme en novembre, mais dans un espace complètement différent, et avec une distance entre nous différente de celle de ce samedi-là, avec le dossier ouvert et les messages retranscrits. Ce matin-là, il y avait urgence, une documentation et des conséquences à annoncer. Musique. Cet après-midi-là, il n'y avait que 2 personnes assises dans une cuisine, des mugs entre les doigts. Bastien a parlé un bon moment.
Je ne l'ai interrompu à aucun moment. J'ai tout écouté. Il avait réussi à maintenir son inscription grâce à un travail en entrepôt et à une bourse partielle accordée en janvier. Les choses avec sa mère étaient compliquées et il vivait dans une chambre louée à Gerland, parce que rester avec elle, après tout, ne s'était pas avéré aussi simple qu'il l'avait imaginé. Qu'il avait eu du temps, beaucoup de temps, pour réfléchir à ce qu'il avait fait. Et plus il y pensait, moins il trouvait une justification qui tienne la route. Qu'au début, il s'était dit qu'il protégeait sa mère de quelque chose qu'il ne lui appartenait pas de résoudre. Mais cette explication a perdu de sa consistance d'elle-même, sans que personne n'ait besoin de le souligner. Je ne m'attends pas à ce que tout redevienne comme avant, a-t-il dit vers la fin. Il l'a dit en regardant son mug, pas moi. Je sais que ça n'existe pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends et que je suis désolé. De la rue est monté le bruit étouffé d'une voiture démarrant à quelques mètres sur les pavés. Une voix lointaine. Musique. J'ai attendu avant de répondre. Je t'entends, ai-je dit. Et je te crois. Bastien a levé les yeux. Je ne suis pas en colère contre toi. Je l'ai dit prudemment, car il était important que chaque mot soit exactement ce que je pensais. Ce que je ressentais à l'époque était réel, musique, mais je ne suis pas resté bloqué là-dedans. Ce qui a été le plus difficile pour moi, ce n'est pas la colère. C'est de comprendre que pendant 8 mois, tu as pris des décisions qui ont directement affecté ma vie sans que je le sache, alors que je continuais à construire quelque chose que je croyais partager. Bastien n'a rien dit. Le problème n'est pas de savoir si tu es désolé ou non. Je te connais depuis que tu pesais 2 kilos et que tu remplissais tes poumons pour crier à l'aube. Et je sais quand tu es sincère. Mais la confiance ne se récupère pas parce que quelqu'un décide de la récupérer. Elle a besoin de temps. Elle a besoin d'actes. Et elle a besoin que les deux personnes voient ce qui est réellement là sans prétendre que le point de départ est le même qu'avant. Y a-t-il une chance que nous atteignions ce point un jour, a-t-il demandé. La question était directe, musique, et méritait une réponse directe. Je ne sais pas, ai-je répondu. Et je préfère te dire ça plutôt que de te promettre quelque chose que je ne peux pas garantir. Ce que je sais, c'est que le chemin commence par chacun vivant ce qu'il a à vivre. Musique. Sans raccourci ni filet de sécurité pour amortir les conséquences. Tu es déjà en train de le faire. Le reste ne dépend pas de cet après-midi. Il a fini son café. Il est resté assis un moment de plus, les mains autour du mug vide, comme si la chaleur résiduelle de la porcelaine valait la peine qu'on s'y accroche un peu plus longtemps. Puis il s'est levé. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Musique. Sur le pas de la porte, il s'est retourné avec le geste de quelqu'un qui veut ajouter quelque chose et n'arrive pas tout à fait à trouver les mots exacts. Je ne l'ai pas aidé à les trouver, non pas parce que je voulais lui rendre la tâche difficile, mais parce que certaines choses n'ont de valeur que si elles surgissent d'elles-mêmes, sans échafaudage. Prends soin de toi, a-t-il finalement dit. Toi aussi. J'ai fermé la porte, musique, avec juste la pression que requiert le mécanisme du loquet, sans y ajouter une once de force de plus que strictement nécessaire. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai rassemblé les 2 mugs, je les ai rincés dans l'évier et je les ai laissés sur l'égouttoir. Je me suis appuyé contre le plan de travail un instant, les mains encore humides, et j'ai regardé par la fenêtre la rue en contrebas, le trottoir aux pavés irréguliers, le bar du coin avec 2 tables dehors malgré le froid de mars, un homme âgé traversant lentement. Les mains dans les poches de son manteau. Une rue que je ne connaissais pas encore par cœur, dont je n'avais pas encore totalement assimilé les rythmes, qui à une certaine heure du matin, musique, s'emplissait d'une odeur spécifique de boulangerie venant du pâté de maison d'en face, ce qui me surprenait encore quand j'arrivais au travail. J'ai pensé que c'était en fait, musique, la chose la plus honnête que l'on pouvait dire du moment où je me trouvais. Je vivais dans un endroit dont je découvrais encore les détails. Sans aucune histoire déposée sur les murs, sans vieille voix dans les coins, juste le présent qui avançait à son propre rythme, indifférent à tout ce qui avait été laissé derrière, complètement inconscient de la tâche de nommer ce qui allait arriver. Musique. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, ce silence ne pesait pas.